Donc dans cette guerre, effectivement, Prigojine est beaucoup plus maximaliste que Poutine, enfin tout du moins l'a-t-il été jusqu'à présent, il considère, il a dit à de nombreuses reprises que cette guerre était menée par Poutine de manière molle, de manière indécise, de manière inassumée, et sans le dire. C'est-à-dire que ce qu'il critique au fond, Prigojine, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire cette guerre qui est menée comme une guerre, mais avec sous le nom d'opération spéciale, et cette ambiguïté, elle est quand même, elle est tout à fait objectivement visible. Et donc, on accuse le pouvoir de ne pas donner tous les moyens nécessaires pour gagner la guerre. Et donc ça, c'est le discours de Prigojine. Et derrière lui, ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière lui, il y a une partie de l'opinion russe qui n'est pas majoritaire, mais qui existe, qu'on appelle donc les turbo-patriotes. Bonsoir Jean-Robert Ravio. Suite à notre réaction à chaud samedi soir avec Robin Bessonnet et Laurent Henninger sur la tentative de putsch en Russie, nous recevons ce soir sur le sujet de la guerre en Ukraine, avec un recul de 3 jours, Jean-Robert Ravio pour une analyse un petit peu plus en profondeur du sujet et moins exactement militaire. Jean-Robert Ravio, bonsoir de nouveau. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes professeur d'études russes contemporaines à l'université Paris-Nanterre, vous avez fait de nombreux longs séjours en Russie et en URSS, et puis en Russie, entre autres à l'Institut de l'économie mondiale et des relations internationales de Moscou. Vous avez dirigé les collèges universitaires français de Saint-Pétersbourg et de Moscou, vous m'arrêtez si je me trompe, et vous avez publié, entre autres, vous avez publié de nombreux livres, entre autres Qui dirige la Russie en 2007, édition Ligne de repère, Démocratie à la Russe chez Ellipse en 2008, Russie vers une nouvelle guerre froide en 2016, et cette année, Russie, le logiciel impérial chez l'Artilleur. Alors, je présente l'émission ce soir avec David. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Donc, nous allons faire un point donc, sur ce putsch, puis élargir un petit peu le sujet sur l'évolution de la guerre et surtout sur le pouvoir russe et les relations Russie-Ukraine, je dirais depuis les 20 dernières années. Alors, sur le putsch, maintenant c'est un petit peu déjà éventé. Evgeny Prigojine, chef de la milice paramilitaire russe Wagner, s'est rebellé contre le Kremlin, rébellion de courte durée. Poroshenko, président de la Biélorussie, en accord avec Vladimir Poutine, a négocié le départ de Prigojine pour la Biélorussie. Je crois qu'il est déjà en Biélorussie ce soir. Alors, Jean-Robert Ravio, est-ce que le pouvoir de Poutine est fragilisé, comme le disent de nombreux médias occidentaux ? Il y a plein de théories, évidemment, qui circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une maskirovka, comme on dit en russe, art de la désinformation militaire, sorte de trust test, de test de confiance, de loyauté. Enfin, il y a eu des tas de théories les plus diverses. Ou est-ce que ce n'est tout simplement pas un putsch de milices paramilitaires un petit peu hasardeux qui s'est vu, enfin, une milice paramilitaire qui s'est vue pousser des ailes? Alors, moi, je n'ai pas de réponse à des questions qui sont forcément ouvertes. J'ai pas accès à la communication du Kremlin, j'ai pas accès à des proches de Prigojine et de Poutine. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une mise en scène ou pas? Je n'ai pas de réponse. J'essaie de regarder les événements récents de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est le point de vue historique, c'est-à-dire que ce putsch ou cette tentative de putsch, d'abord, est-ce une tentative de putsch? Je pense que le mot est peut-être un peu fort. Il se situe il y a une longue tradition d'événements un peu bizarres comme ça dans la vie politique de la Russie et même récente. Je pense notamment à la tentative de putsch contre Gorbatchev en août 91, aux événements d'octobre 93, suite à la dissolution du Soviet suprême de Russie par Boris Yeltsin. Il y avait eu quand même un des événements à Moscou, cette fois-ci, qui avait donné lieu à des échauffourées et à plus de 60 morts, même une centaine de morts, en fait, dans la nuit du 3 au 4 octobre 93. Ce mélange de l'utilisation politique des forces armées ou de violence paramilitaire, entre guillemets, c'est pas quelque chose de totalement inédit dans la Russie post-soviétique. Je dirais même que ça fait partie même du code génétique du pouvoir russe. Donc ça m'a pas surpris. C'est-à-dire que c'était ce qui m'a pas surpris, c'est la manifestation elle-même, c'est-à-dire le fait que Prigojine
se mettent à se lancer dans cette opération qui ressemblait à une sorte de parodie. En réalité, c'était presque parodique, hein. Moi, je pense que le putsch, c'est pas un putsch. Voilà, il y a pas eu de tentative de putsch. Il y a eu la tentative de quelqu'un qui était dont il faut aussi mesurer qui il est, de resituer dans son contexte biographique, politique, etc. Evgeny Prigozhin, qu'on présente toujours, les rédactions présentent de manière très très simplifiée comme un proche de Poutine. Oui, c'est pas vraiment un proche de Poutine, c'est quelqu'un qui rend des services, qui est devenu quelqu'un d'important pour Poutine, en particulier dans le contexte de la guerre. Mais je dirais que sa prise de poids politique, elle commence en 2014, et d'ailleurs c'est à l'époque, c'est précisément en 2014 que la société Wagner va être créée en tant que telle, c'est-à-dire c'est une société militaire privée qui a pris une grande importance, notamment sur le terrain de la guerre en Ukraine, qui commence en 2014 avec le soutien aux rébellions armées du Donbass et de Lugansk. Bon, Prigojine, en fait, c'est quelqu'un qui est une sorte de, quelqu'un l'a qualifié à juste titre d'ailleurs, d'entrepreneur géopolitique. C'est-à-dire, c'est un homme d'affaires, présente comme un oligarque, c'est plutôt un petit oligarque, un homme d'affaires qui rend des services au pouvoir, mais qui a lui-même son cœur de métier, c'est la restauration collective, donc on est très très loin des SMP, et qui va monter en puissance grâce à cette ESMP, et son idée c'est de se rendre indispensable au pouvoir en offrant toutes sortes de services qui vont de la protection privée de mines, d'installations minières, d'abord d'installations industrielles ou minières, d'exploitation de ressources naturelles en Russie même. Donc c'est quelqu'un qui va donc d'abord créer des sociétés de sécurité privées, hein, et donc de ce fait se rapprocher d'anciens cadres de la sécurité, c'est-à-dire du FSB, du MVD, etc. Et puis peu à peu, ça va prendre une tournure militaire à la faveur du Donbass et puis à la faveur de l'intervention russe en Syrie et puis ensuite de ces expéditions, si on peut dire, de ces interventions en Afrique, dans le cœur du continent africain, où là encore, la pénétration de Wagner en Afrique se fait par la protection privée de sites miniers ou de sites, donc, comment dire, d'exploitation de ressources naturelles. Donc on est dans cet entre-deux, entre la politique, les armes, l'utilisation de la sécurité privée, en fait, dans un espèce de triangle assez complexe, qui fait que Prigojine va se rendre indispensable, et puis il va se rendre surtout indispensable après, à partir de 2022, au moment où Poutine se lance dans cette guerre contre l'Ukraine, et où, alors là, effectivement, il va engager l'ASMP Wagner et procéder en fait au recrutement. C'est ça qu'il faut bien voir, c'est qu'il va recruter lui-même des soldats privés, enfin des mercenaires, si on peut dire, payés entre 6 et 8 fois plus que les soldats du contingent, et qui sont assez rapidement indispensables sur un certain nombre d'opérations. Alors vous avez le cœur, je dirais, de la société, les premiers, enfin c'est des officiers ou des sous-officiers de l'armée, des anciens sous-officiers ou officiers de l'armée russe, mais il y a aussi des gens. Les forces armées en Russie, c'est pas seulement le ministère de la Défense, c'est aussi toute une série d'autres forces spéciales du ministère de l'Intérieur, des forces spéciales de la sécurité du FSB, des forces spéciales d'autres d'ailleurs ministères. Donc là, il y a toute une galaxie comme ça de sociétés, de forces armées ou de forces militarisées en fait, hein, policières ou armées ou de défense en Russie. Et puis il y a aussi des combattants irréguliers ou des anciens combattants irréguliers, des gens qui ont combattu dans les guerres post-soviétiques, en Transnistrie, en Abkhazie, et même on peut remonter même pour certains jusqu'à l'Afghanistan ou même Karabakh, etc. Et puis qui ont fait toute une série comme ça de guerres qui se sont constituées en réseau, assez petit mais assez puissant. D'ailleurs, on les retrouve au Donbass, tous ces gens-là. Alors, il y a aussi toute l'activité de Prigojine dans le domaine de l'influence numérique, hein, à travers les sociétés d'influence sur Internet ou de bots, enfin et compagnie. Bon voilà. Donc, Prigojine est devenu une sorte de serviteur, enfin d'homme à tout faire, se mettant au service du pouvoir et cherchant à se mettre au service du pouvoir.
pour faire grossir ses affaires et son influence à lui. Bon, il faut bien voir qu'au départ, c'est quelqu'un qui est demandeur auprès du Kremlin, et c'est pas le Kremlin qui bon. Et puis il va acquérir une force, enfin une sorte de puissance plus autonome pendant la guerre, parce qu'on a besoin de lui, parce qu'il est capable de mobiliser des gens peut-être plus rapidement, de manière plus compétente que l'armée régulière. Même si ça représente un dixième des hommes déployés ou un peu moins, ça devient quand même quelqu'un d'indispensable et dont les activités doivent être coordonnées avec celles de la guerre en général. Et c'est là que le bas blesse, c'est là que ça devient compliqué. Et puis donc les derniers épisodes, le mois dernier, à partir de la fin avril, bon, à partir du mois de février, on voit Prigojine faire des déclarations assez étonnantes, lui qui avait toujours été un fidèle du président Poutine et un soutien absolument inconditionnel, une critique de la guerre et une critique de la manière dont la guerre est menée par les chefs militaires russes, et puis de plus en plus une critique politique de Poutine lui-même, avec ce discours radical du 24 mai 2023, donc là où il va attaquer directement la stratégie menée par Poutine dès le début de la guerre, en remettant en cause la stratégie qui a été menée le 22 février de tenter de prendre Kiev et de se planter. Et puis, on va voir ensuite, effectivement, Prigojine, et puis c'était ce putsch, hein, cette tentative de putsch, ce qui était présenté comme une tentative de putsch, qui est en fait né d'un événement assez particulier, qui est que Prigojine a accusé l'armée d'avoir bombardé des cibles Wagner, c'est-à-dire d'avoir fait la guerre à Wagner. Bon, alors, la lumière n'a pas été faite sur tout ça, mais en fait, il y a eu une espèce de, non pas de putsch, mais de guerre intérieure entre les forces de Wagner et l'armée régulière. Et ce qu'on observe quand même, c'est que ceux qui ont le plus essuyé de pertes, c'est l'armée russe. En fait, Wagner a dit avoir répliqué, mais quand même a fait des dégâts, hein, des hélicoptères. Il y a à peu près 30 morts, je pense, enfin entre 15 et 30 morts, il y a des accords. Donc, c'est ça qui est quand même très préoccupant, et c'est ce que Poutine a dénoncé le 24 juin. Il n'a pas dénoncé une tentative de putsch, il a dénoncé une tentative de déstabilisation de l'armée russe. Bon. Et après, il y a eu cet épisode de marche vers Moscou avec l'autoroute, mais enfin, quelqu'un qui déploie quelques chars, même quelques milliers d'hommes sur une autoroute, enfin, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'était une mise en scène dont, effectivement, pour l'instant, moi, j'ai pas d'interprétation. Et j'ai pas d'informations. On ne sait pas exactement si Prigojine a agi sur un coup de tête ou s'il a agi sur commande ou poussé par quelqu'un ou encouragé. Bon, ce qu'on voit, c'est ce qu'il a fait, puis ensuite les réactions que ça a suscité. Et ça, c'est très intéressant de voir cet homme qui était vraiment diabolisé par la presse occidentale. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on lisait sans cesse Prigojine, une espèce de démon, enfin comment dire, d'âme damnée du Kremlin, une sorte de terroriste presque. Alors, l'organisation Wagner est considérée comme une organisation terroriste. Oui. Elle est sur la liste des organisations terroristes des États-Unis depuis si je ne m'abuse, le mois de janvier 2023. Bon, donc oui, voilà. Donc il était considéré comme un maximaliste, comme un des chefs de file de ce qu'on appelle à Moscou les turbo-patriotes, c'est-à-dire des gens qui veulent la guerre à outrance et jusqu'au dernier Ukrainien. Est-ce qu'on ne peut pas dire justement, on critique Poutine pour son ultra-nationalisme, alors que c'est peut-être loin d'être le plus nationaliste même en termes politiques, mais justement Prigojine le trouve mou. Enfin... Nationaliste, je ne sais pas, je sais pas trop ce que ça veut dire nationaliste, mais dans ce contexte, mais maximaliste. Hein. Donc dans cette guerre, effectivement, Prigojine est beaucoup plus maximaliste que Poutine, enfin tout du moins l'a-t-il été jusqu'à présent, et il considère, il a dit à de nombreuses reprises que cette guerre était menée par Poutine de manière molle, de manière indécise, de manière inassumée, et sans le dire. C'est-à-dire que ce qu'il critique au fond, Prigojine, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire cette guerre qui est menée comme une guerre, mais avec sous le nom d'opération spéciale, et cette ambiguïté, elle est tout à fait objectivement visible.
Et donc, on accuse le pouvoir de ne pas donner tous les moyens nécessaires pour gagner la guerre. Et donc ça, c'est le discours de Prigojine. Et derrière lui, ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière lui, il y a une partie de l'opinion russe qui n'est pas majoritaire, mais qui existe, qu'on appelle donc les turbo-patriotes. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la classe politique et médiatique russe, qui est beaucoup plus maximaliste que le pouvoir. Et puis, il y a aussi, effectivement, des gens qui critiquent le pouvoir et qui se saisissent de cette faiblesse pour essayer d'appuyer en fait sur les contradictions internes de ceux qui soutiennent le pouvoir, des pro-guerre, pour essayer d'appuyer le coin. Bon, ça c'est les réactions par exemple de Kasparov dont vous parliez tout à l'heure, ou de Khodorkovsky, donc l'oligarque des années 90 qui avait été arrêté puis mis en prison pendant 8 ans et qui vit maintenant en Occident. Bon. Il faut préciser un peu pour les auditeurs qu'effectivement, on a pu s'étonner que dans la presse occidentale, on entende parler de la marche pour la justice. Alors, c'est avoir vraiment une mémoire très très courte, parce qu'effectivement, on est vraiment sur deux planètes totalement différentes de la politique russe, entre les libéraux radicalement opposés à Poutine et au système actuel, et puis Prigojine, qui est un des soutiens les plus sûrs et les plus manifestes du pouvoir, jusqu'à donc jusqu'à cette déclaration et ces prises de position critiques. Alors, pour répondre à votre question qui était tout à fait exacte, on présente souvent, enfin tout à fait juste, je veux dire, on se présente souvent Poutine comme un va-t-en guerre, enfin comme quelqu'un qui est à l'acmé de quelque chose. Et en fait, non, il est vraiment au centre de forces qui sont très opposées, des forces opposées à la guerre. Il y en a, elles se disent pas, elles s'expriment pas forcément en public, mais au sein du pouvoir et de l'élite dirigeante. Il y a des gens qui sont, on va dire, à minima sceptiques sur la guerre, mais qui sont sceptiques et qui sont critiques de la guerre elle-même, c'est-à-dire de l'ampleur avec laquelle elle a été menée, enfin déclarée. Et puis d'autres qui sont plus maximalistes. Et donc Poutine est au milieu, on va dire. Et je dirais que cette position de Poutine au centre, c'est la position de Poutine depuis le début. C'est même l'essence du poutinisme, d'essayer de concilier les forces en présence, d'être le pivot à la fois du système politique, mais aussi du pouvoir et des forces politiques. Et c'est une position extrêmement complexe. Et vous posez une autre bonne question qui disait est-ce que ça le fragilise ou pas. Alors oui et non. Je dirais que ça montre sa fragilité davantage, ça expose davantage sa fragilité, mais cette fragilité, elle était déjà connue, en tout cas pour les gens qui s'intéressent de manière un peu sérieuse. Et on sait très bien que Poutine n'est pas dans une situation de maître absolu de la Russie. Tout ça, c'est des fables. Bon, c'est toujours très très complexe, c'est des équilibres complexes, c'est des jeux très complexes. Bon, pour l'instant, il s'en est toujours sorti, mais c'est vraiment c'est pas du tout un long fleuve tranquille d'être le chef du Kremlin, et ça nécessite des arbitrages, mais aussi une information constante de ce qui se passe, de surveiller en fait, et de surveiller les forces qui se déplacent. C'est comme si on est au centre d'un magma comme ça en perpétuelle fusion. Donc ça expose sa faiblesse, mais cette faiblesse et ses fragilités qui sont nombreuses. Mais ça peut aussi l'aider, je dirais. Ça pourrait l'aider à renforcer la légitimité de la guerre, qui je pense, est le problème numéro 1 actuel du Kremlin. Et je pense que c'est ça la question existentielle pour le Kremlin, c'est comment faire pour que cette guerre soit légitime. Voilà, parce qu'on a bien conscience au Kremlin que le discours patriotique a ses limites, les turbo-patriotes existent, mais ils sont pas majoritaires, et en même temps, l'opinion regarde avec scepticisme la guerre. On a bien conscience qu'il n'y a pas un soutien absolu à cette guerre. C'est un soutien, je dirais, par défaut, c'est une observation de ce qui se passe, plutôt un soutien dans le sens où, lorsqu'on voit à quel point les pays occidentaux soutiennent les Ukrainiens, etc., ça renforce plutôt, je dirais, la légitimité de la guerre, mais en même temps, on perd des hommes, on fait tout pour minimiser et pour ne pas trop montrer les pertes humaines, mais elles sont quand même nombreuses, et je pense qu'elles vont être, plus on avance dans le temps, plus elles vont être sensibles,
et plus elles vont être perçues par l'opinion parce que les cadavres quand même remontent et reviennent dans les familles un jour ou l'autre, hein, et ils s'additionnent, voilà, et ça finit par produire un effet social. À la tête du pouvoir, on a des gens qui veulent que la guerre, enfin les effets sociaux et médiatiques de la guerre soient limités, mais en même temps on mène une guerre de grande ampleur. Donc c'est très 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 complexe. Et je pense que Prigojine, en mettant l'accent là-dessus, et donc son accent maximaliste, lui, quelque part, peut rencontrer un certain écho dans la population, parce que dire bah alors finissons-en, allons-y franco, puis hop, on fait le boulot, puis après c'est fini. Ça, plus on y va fort maintenant, moins on perdra d'hommes. C'est ça son discours. Hein. Une petite question supplémentaire sur Wagner, juste pour terminer sur Wagner. Vous nous disiez que c'était 1/10 des forces militaires. Je dis ça comme ça à la louche, j'en sais rien, parce qu'on dit qu'il y a 25 000 hommes engagés. Voilà, 25 Quel est 000 le hommes reste des engagés. forces en fait? Il y a l'état-major. Est-ce qu'il y a d'autres milices privées, en gros? Mais privé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la principale société militaire privée. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres milices privées. Il y a évidemment les forces. Alors, il y a en gros 4 acteurs militaires. Il y a l'armée russe, avec ses différentes constituantes, ce qui est déjà dirigé par Gerasimov, etc. Il y a ensuite la SNP Wagner. Il y a les forces supplétives tchétchènes de Kadyrov. Voilà. Et puis, il ne faut pas les oublier quand même, parce qu'ils sont vraiment à l'avant-poste, aux avant-postes de l'effort de guerre, les milices des volontaires du Donbass et de Lugansk, qui sont, elles, des armées de volontaires locaux, et qui sont en première ligne. Ceux qui ont, excusez-moi du terme, payé le plus le prix de leur vie. Hein. C'est quand même les gens les plus exposés depuis le début. Donc, en fait, ça fait 4 éléments. Mais dans ces 4 éléments, l'armée russe est devenue l'élément principal. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'élément qui est toujours au cœur ou le plus décisif. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas analyste militaire et je prétends pas l'être. Donc, je vous renvoie à des gens beaucoup plus savants que moi et beaucoup plus compétents surtout que moi sur ces questions. Mais c'est pas parce que vous êtes le plus numériquement le plus important que c'est vous qui prenez, enfin que vous êtes le plus important dans la mise en œuvre d'une tactique ou dans la mise en œuvre d'une tactique sur le plan local. Bon, donc ça veut dire que c'est bon d'un point de vue militaire, il y a cette tâche de la coordination de toutes ces forces, menée par des chefs politiques qui ont chacun, je dirais, une clientèle et des appuis différents. Prigojine, Kadyrov, les forces du Donbass et donc les forces militaires russes. Voilà. Donc tout ça, ça fait c'est très compliqué sur le plan stratégique, mener toutes ces opérations dans la coordination. Puis c'est aussi assez compliqué du point de vue politique parce qu'il faut aussi tenir parfois des discours un peu différents aux uns et aux autres. Voilà. Il faut mobiliser. Et pour mobiliser, parfois on ne mobilise pas les SMP Wagner comme on mobiliserait les Tchétchènes. Enfin, voyez, bon. Avant de rentrer vers la partie politique pour mieux comprendre le jeu d'équilibriste au sein de l'État russe, une question plus légère et qui sera néanmoins intéressante pour les téléspectateurs, c'est comment a été perçue cette crise au sein des milieux d'experts dont vous faites partie? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en Russie, dans la petite communauté des experts, etc., la plupart des gens étaient quand même très très surpris de cette sortie de Prigojine, qui n'était pas évalué comme comme une personne susceptible de faire ce genre de choses. Ça a quand même beaucoup surpris tout le monde. Voilà. J'ai regardé beaucoup, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup regardé CM Telegram, beaucoup parlé au téléphone avec des amis. C'était quand même une grande surprise en Russie de cet événement. Alors, on parle beaucoup de Prigojine, mais il y a un homme qui est un petit peu dans l'ombre, mais qui est aussi important, qui s'appelle Dmitri Utkin, qui est quand même la personne qui a créé Wagner, je crois. Je crois que son pseudo était Wagner même. C'est lui qui a donné son nom au groupe Wagner. Il y a juste un petit aparté, c'est quand même Wagner, c'est quand même Richard Wagner,
de par l'admiration que lui portait Hitler. Donc justement, là, sur ces références nazies, ils n'ont pas grand-chose à envier aux ukro-nazis, comme ils les appellent. Bah Je oui, me pose. c'est tout le paradoxe. Oui, oui, non, mais bien sûr, Hodgkin, c'est vraiment un militant, on pourrait dire, pour être très très vague, d'extrême droite, avec des sympathies de type néo-nazi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le néonazisme dans l'espace post-soviétique, hein? Moi, je ferai pas beaucoup de, comment dire. Il y a une spécificité de certains cercles néo-nazis en Ukraine, spécificité ukrainienne, mais on retrouve des traits communs. Je dirais ces néo-nazis alors néo-nazis avec des guillemets dans l'espace post-soviétique. Qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant là-dessus qui n'a pas été dit? Je voudrais surtout pas relativiser le phénomène et dire voilà, bon, c'est pas représentatif ça, non, c'est un phénomène de fond en fait, hein, et vraiment important. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'arborer, d'avoir des tatouages de la Waffen-SS, hein, ou 8-8 ou HH ou je sais pas quoi, ou des têtes sur le corps? D'où vient tout ça? D'où vient toute ce folklore en fait au départ, hein, de esthétique, hein, et cette esthétique, cette fascination pour les drapeaux, pour bon, d'abord, ça vient du culte de la Seconde Guerre mondiale en URSS. Bon, la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, est vraiment le socle mémoriel principal dans lequel ont été élevées des générations et des générations de Russes, d'Ukrainiens, etc. La grande victoire soviétique contre l'ennemi absolu qu'on appelle, on dit en russe, fascisme, c'est-à-dire pour désigner à la fois le nazisme et le fascisme, c'est un phénomène global, les germanskие fascistes, les fascistes allemands. Bon. Donc c'est vraiment la doxa, on va dire, hein, la doxa absolue. Bon. Donc relativiser ça, et par exemple en se faisant tatouer une tête de mort avec la Totenkopf ou je sais pas quoi sur le bras, c'est une provocation absolue. Et cette provocation absolue, on la retrouve d'abord, où est-ce qu'on la retrouve? Ben, on la retrouve dans le milieu criminel. Donc là où vous trouvez des têtes de mort, des tatouages nazis, enfin disons, une utilisation de cette symbolique néo-nazie, c'est dans le milieu criminel, dans les camps de travail, dans les prisons, dans le vaste milieu criminel soviétique. Hein, ça commence dans les années 60, 70, 80, etc. Donc c'est le tabou absolu, c'est-à-dire c'est vraiment briser un tabou énorme. Donc quand on se fait tatouer un truc comme ça, nazi sur le corps, c'est vraiment, on se met au banc de la société, complètement. Et donc on devient un criminel et on se avie en quelque sorte. Donc c'est vraiment la culture criminelle, quelque chose de très très particulier, euh, qui est très forte, très puissante, très diffuse, voilà, et qui est commune à l'ensemble de l'URSS. Hein. C'est pas seulement un phénomène russe ou ukrainien, etc. Alors en Ukraine, elle croise effectivement le nationalisme ukrainien ou je dirais la mémoire de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale et de certaines unités ukrainiennes de la Waffen-SS ont combattu du côté des Allemands. Mais il faut surtout pas oublier non plus que la majorité des Ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale étaient du côté de l'armée rouge, du côté des partisans, et étaient contre le nazisme. Hein. Ukrainiens, y compris des gens relativement nationalistes, si on peut dire. Donc, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a d'un côté les nationalistes ukrainiens qui étaient pro-nazis, de l'autre, bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais l'idée que quand on est quelqu'un qui disons, n'est pas affiche des espèces comme ça. Alors, ça peut être des convictions néo-nazis, il y en a, hein. Mais c'est surtout en général des espèces une espèce d'esthétique, bon, y compris ce qu'on appelle, il y a un verbe en russe qui s'appelle zigovet. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Zigovet, ça veut dire faire le signe. Je le fais pas parce qu'on va, c'est vrai. Mais donc lever le bras, hein, voilà. Hein, en signe je sais pas comment ça s'appelle, Sieg Heil, voilà. Zig, donc, hein, donc ça a donné un verbe, ziguer, voilà, ziguer, c'est bon. Et tout le monde comprend ce que ça veut dire. Voilà, des mecs qui font ça. Alors ça s'est déversé ensuite dans la culture skinhead dans les années 80, 90, puis dans toute cette culture de la violence urbaine
on va dire, proto-criminels ou métacriminels, je sais pas comment appeler ça. C'est très très répandu dans le milieu des crimes organisés. Bon, bref. Et puis ça donne toute cette espèce de truc. Bon, alors effectivement, Houtkin vient de là. Hein, c'est un enfant de tout ça, ou de ce qu'on appelle aussi en russe les têtes, les britgov, les gens qui ont plus de cheveux, quoi, les têtes, les crânes rasés, voilà. Il vient de là. Alors, c'est très très étonnant parce que pourquoi est-ce qu'il s'est rencontré Prigogine, hein? Bah, dans le milieu carcéral. Parce que Prigogine lui aussi vient du milieu carcéral, faut pas l'oublier. Il a fait de la tôle. Et il a pas fait 3 mois de préventive à Fleury-Mérogis, il a fait à peu près 10 ans de prison dans les années 80. Un peu moins, je crois, mais bon. Mais quand même, une peine substantielle. Donc, on est dans un milieu comme ça qui sort des années 80, des 90, et qui aborde ces réformes russes avec les mêmes, on va dire, le même ethos, hein, pour ne pas dire l'absence d'ethos. Donc, c'est pas très étonnant que Houtkin se retrouve avec Prigogine et se retrouve là-dedans, dans ce bain-là. Et alors, bon, après, effectivement, il va fonder la SMP Wagner, mais ils ont une histoire, on va dire, de business ensemble bien avant. Hein, si vous regardez leur biographie croisée, ce qu'on en sait en tout cas, ce qui est public, ils se rencontrent dès les années 90. Hein. Donc, Houtkin, alors est-ce qu'Houtkin prend les décisions? Est-ce que je pense que quand même des deux, c'est quand même Prigogine le chef. Si on regarde les structures financières, c'est quand même lui qui tient l'ensemble, parce que Prigogine, c'est pas seulement la SMP Wagner, c'est aussi une boîte qui s'appelle Concorde, donc qui est une espèce de giga entreprise de de services de comment ça s'appelle, de restauration, de cantine, qui a remporté des tas de marchés publics dans toute la Russie pour la restauration collective, hein, y compris dans les maisons de retraite, enfin, ce genre de choses. Et puis ensuite, il a aussi toute une partie numérique, toute une partie, enfin, puis la société de sécurité privée rattachée comme je disais au début de mon exposé, qui protège des installations industrielles, énergétiques, minières en Russie, aussi en Afrique et ailleurs. En Russie, il y a je dirais, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Alors, ce qu'on voit, c'est un président, un système politique très centré sur le président, qui prend les principales décisions, qui est le chef de l'exécutif, et à la fois chef de l'État et chef de l'exécutif, et qui a pas mal, a on va dire sous son autorité pas mal d'institutions, notamment le Conseil de sécurité. Il y a toute une série d'institutions exécutives qui jouent un rôle, pas forcément décisionnaire. Bon, il y a un gouvernement avec un Premier ministre, mais il y a aussi le Conseil de sécurité qui regroupe les mêmes ministres, mais dans une autre enceinte. Ce que je veux dire, c'est que le président, le chef du Kremlin, a une autorité politique très grande qui a beaucoup de pouvoir, mais aussi une très grande autorité. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un. Il y a un très grand pouvoir de décision, mais aussi un très grand pouvoir de faire prendre des décisions par ceux qui doivent les prendre. L'État est plutôt faible en Russie par rapport à ce qu'on peut Oui. voir. Il est bureaucratique, il est lourd, mais il est faible et que c'est le pouvoir, l'incarnation du Mais pouvoir. il n'est pas forcément lourd. Hein. Une des idées que je développe dans mes travaux, c'est de dire qu'effectivement, en Russie, on est dans un... je vais essayer de ne pas être trop jargonnant, mais quand même, il y a des termes que j'utilise, que je vais essayer de définir. Ça peut aider aussi les auditeurs, le public à comprendre certaines choses. Donc, je parle d'une dialectique de l'État faible et du pouvoir fort. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il y a un pouvoir très fort et un État très faible. Ça veut dire qu'on est dans une logique où, pour renforcer l'État, qui est toujours en difficulté, il faut un pouvoir fort pour renforcer l'État en permanence. Voilà. Et l'État a beaucoup de faiblesses. Alors, la première des faiblesses, c'est d'être finalement, en apparence, doté de beaucoup de moyens politique, mais dans la réalité, bon, le président, par exemple, peut prendre beaucoup de décisions, il peut nommer beaucoup de gens, ou révoquer beaucoup de gens. Par exemple, les gouverneurs des régions, en fait, sont
élus, mais en fait, en réalité, sont plus ou moins nommés par le Kremlin, et puis sont plus ou moins, bon, bref. Mais ça ne fait pas, c'est pas ça qui fait la force de l'État, parce que le problème, c'est pas tant de prendre les décisions que de les faire appliquer. Voilà, c'est le grand problème de la Russie. C'est que il faut que les choses soient appliquées, soient mises en œuvre. Hein. Et c'est un problème qui a toujours existé. C'est un problème historiquement a toujours existé parce que c'est un État immense. Alors c'est peut-être un lieu commun de dire ça, mais le territoire, 17 millions de kilomètres carrés, une très très grande variété, enfin, grand espace, difficultés de communication, caractère multiethnique du pays, etc. Tout ça fait que on est dans un pays qui est extrêmement compliqué à gouverner et donc c'est pas parce qu'on peut prendre des décisions affichées comme ça, un discours un peu autoritaire, que les choses se font comme ça sur un claquement de doigts. Hein. C'est pas du tout aussi simple que ça. Donc il y a ce que j'appelle autre terme un peu barbare que j'ai créé moi, enfin qui est de moi, donc bon, j'assume le côté barbare. J'appelle ça le kremlinocentrisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le kremlinocentrisme? C'est une dynamique mise en place autour du chef du Kremlin, par le chef du Kremlin et autour du Kremlin, alors par le chef, mais aussi par le Kremlin en tant qu'ensemble administratif et politique. Hein, donc, il n'est pas tout seul, Poutine, hein, il y a beaucoup de gens autour de lui, et avec lui, parfois aussi contre lui, euh, qui vont essayer toujours de ramener les ressources politiques et administratives vers le centre, c'est-à-dire pour pouvoir mobiliser un maximum de ressources pour faire en sorte ou assurer en sorte que les décisions qui sont prises soient vraiment appliquées. Donc c'est une dynamique. Tout le pouvoir en Russie, c'est pas juste des schémas avec des flèches, un tel donne un ordre et puis c'est pas comme ça que ça marche. C'est quelque chose de dynamique, de très complexe et qui mélange les pouvoirs formels tels qu'ils sont prévus dans la Constitution, dans les lois, dans les décrets, etc. Et puis les pouvoirs informels, c'est-à-dire la capacité de Poutine ou d'autres, de ministres, de réellement pouvoir infléchir le cours des choses, de réellement pouvoir avoir une autorité sur les personnes qui sont placées en situation de faire des choses. Et ça s'applique avec les fonctionnaires, avec les gouverneurs des maires des grandes villes, les gouverneurs des régions, tout ce que vous voulez, mais ça s'applique aussi avec des personnages très importants du secteur privé, du secteur financier et bancaire, du secteur industriel, les patrons des compagnies pétrolières, gaz, etc. C'est très très complexe d'avoir une comment dire, de conserver une autorité là-dessus. Donc le kremlinocentrisme, cette espèce de dynamique mise en œuvre par le pouvoir pour essayer de conserver et de mettre l'État au centre des choses et en position de contrôle de quelque chose, voilà, et que les choses n'échappent pas trop à l'État. Mais en même temps, l'État ne peut pas tout faire tout seul, et on le voit bien ici dans le cas de la guerre. On voit que l'État russe ne peut pas faire la guerre sans la société militaire privée Wagner. Donc il faut trouver un équilibre. Et donc ce qu'on a vu se dérouler, tout simplement, c'est un réajustement, on va dire, du kremlinocentrisme, une mise en danger, on va dire, de, de la dynamique kremlinocentriste par un élément externe, et le kremlinocentrisme, on le voit apparaître contre Wagner, se mettre en branle dès le mois de février-mars, c'est-à-dire on voit le ministre de la Défense, Sourovikine, Monsieur Gerasimov, etc., le chef d'état-major, commencer aussi à faire des déclarations pas aussi ouvertement critiques contre Wagner, mais on sentait bien qu'il y avait de l'eau dans le gaz, si vous voulez. Hein. Donc il y a cette dynamique, voilà, qui est à l'œuvre et qui explique beaucoup de choses, à mon sens. Donc le pouvoir doit se grossir, doit donner de la voix, doit en quelque sorte amplifier son autoritarisme pour pouvoir mettre en œuvre et assurer la politique de l'État. Et donc cette dynamique kremlinocentrique, je ne sais pas si ça vous parle, elle est en permanence à l'œuvre. Et en fait, cette dynamique, on peut la repérer. En fait, je dirais que c'est la dynamique véritablement de l'histoire politique de toute la Russie, qui commence, à mon sens, à la fin du XVe siècle. Donc, on n'est pas, vous voyez, on est sur un phénomène historique de très très longue durée. Alors, il y a des moments où cette dynamique est en panne, où elle éclate complètement, où ça dysfonctionne totalement. 1917, 1918.
En 41, ça a failli vraiment aussi être, on était très très proche quand même de l'effondrement quand même en juin 41. Hein. Bon, en 91, éclatement de l'URSS, putsch, etc. Bon, on voit bien que cet État russe qu'on nous présente en permanence comme une espèce de monstre froid, d'espèce de machine impitoyable, en fait, est une construction très très complexe et alors fragile, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas avec beaucoup de fragilité. Et que Poutine est en tant que chef du Kremlin assis sur cette espèce vous voyez, de machine dont il doit en permanence, je sais pas, c'est tirer les fils pour essayer que ça parte pas dans tous les sens, mais on voit bien que c'est pas, on n'appuie pas sur un bouton et on n'est pas dans une logique de comment on pourrait se représenter le totalitarisme comme ça, d'un point de vue théorique, comme quelque chose qui fonctionne de manière absolument parfaite et impitoyable, mais les choses sont pas. On n'est pas dans une logique totalitaire, on est dans une logique de captation du pouvoir, de captation des forces du pouvoir, quelque chose de très dynamique. Et donc, il faut capter les forces que Prigojine a mis en place et a su, lui, mettre en place et a su créer. Et c'est ça, en fait, qui, je pense, fascine les libéraux anti-Poutine, Khodorkovsky, Kasparov, etc., c'est que ce cuisinier taulard, vulgaire, peu éduqué et pas très fin, a su, lui, comment dire, créer un centre, des ressources telles qu'il est capable de fragiliser ou de, disons, de mettre en danger ou de, disons, de lancer un défi, en fait, au pouvoir. Eux, ils n'ont jamais dansé le moindre défi réel au pouvoir. On les voit beaucoup à la télévision occidentale, etc., mais ils représentent en réalité aucune force politique. Voilà. Est-ce que vous pourriez, pour instruire nos téléspectateurs, nous décrire assez brièvement l'équilibre des forces politiques, je parle carrément de la composition de l'Assemblée, et de l'impact que la crise actuelle a pu avoir sur cet équilibre, s'il vous plaît? Bon, l'Assemblée, bon, ok, bon, c'est très facile. Hein, il y a les 2 tiers et un peu plus de l'Assemblée, enfin de la Douma d'État est composée de députés du Parti Russie Unie, qui est le parti du président, enfin le parti pro-présidentiel, le parti du pouvoir, si on peut dire. Hein. Bon, déjà, voilà, ça c'est une majorité constitutionnelle absolue depuis 2001. Bon, donc les choses sont pesées, donc il y a une opposition à l'intérieur de l'Assemblée, qui est constituée de plusieurs forces, dont la principale est le Parti communiste. Le Parti communiste, au moment de cette aventure prigoginienne de samedi, a été sans ambiguïté, par la voix de son chef, Gennady Zyuganov, il a dit ça, ça affaiblit la Russie. On ne fait pas la guerre entre militaires russes, ça ne va pas du tout. Et Prigojine est un aventurier, quelqu'un de pas sérieux. Ça a été tout à fait clair, tout à fait dit de manière claire. Donc, si vous voulez, l'unanimité ou presque du Parlement était derrière Poutine. Bon, ce qui n'est pas très étonnant. Mais ce Parlement ou cette Douma, elle ne reflète pas les véritables clivages qu'il peut y avoir en fait au sein du monde politique russe. Les partis sont là pour se faire élire des députés, faire des carrières, mais n'ont pas véritablement de, de dimension programmatique ou idéologique, parce que au sein même du Parti Russie Unie, il y a des gens qui sont beaucoup plus critiques du pouvoir que dans le Parti communiste. Enfin, et au Parti communiste, vous avez toutes sortes de gens très différents. Donc c'est pas ça véritablement. Si je vous explique les lignes de partage que je vois en Russie aujourd'hui dans la classe politique, mais aussi dans la classe des hauts fonctionnaires, et disons ce qu'on pourrait appeler de manière un peu générale l'élite dirigeante et représentative, c'est l'élite politique, qu'elle soit exécutive, législative, régionale, etc. C'est-à-dire les 5-6 000 personnes, en gros, qui, entre guillemets, dirigent la Russie d'un point de vue politique et administratif. Je dirais qu'il y a il y a 3 grands groupes. Aujourd'hui, par rapport à la guerre, hein, bon, par rapport à la guerre, on va se, bon, parce que sur les questions économiques et sociales, c'est d'autres clivages. Bon. Alors, il faut d'abord partir du fait que la totalité ou la quasi-totalité des dirigeantes russes est derrière la politique extérieure de la Russie et soutient la politique étrangère et soutient le discours du président sur la nécessité pour la Russie d'être une puissance, de tenir tête à l'Occident, de ne pas laisser installer des missiles de l'OTAN à ses frontières, etc. Tout ça, là, il y a, je dirais, 100 ou 99,9% de soutien réel à ça.
Ensuite, sur la guerre elle-même, vous avez, je dirais, 3 positions. Vous avez la position maximaliste, qu'on appelle aujourd'hui les turbo-patriotes, qu'on entend beaucoup dans les médias, qu'on voit beaucoup sur les chaînes de télé, qu'on voit beaucoup sur Telegram, sur leur chaîne Telegram, qui sont très 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 virulents. Ils disent ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez rapidement, c'est pas assez efficace. On fait trop de concessions aux Ukrainiens, on devrait bombarder les villes, allez hop, rasez-moi tout ça, et qu'on en finisse. Bon, c'est souvent des gens qui sont d'ailleurs pas du tout des militaires ou qui savent pas tellement, connaissent pas très bien les questions militaires, mais ils donnent de la voix et on les entend. Ça, c'est un petit groupe. On les appelle les turbo-patriotes. Vous avez à l'autre extrême des gens qu'on n'entend pas parce que ils sont pas, comment dire, c'est pas le moment d'ouvrir le bec et c'est pas non plus le moment. Et je vous rappelle qu'il y a quand même des lois qui criminalisent la critique de la guerre, hein, donc bon, voilà, mais qui sont quand même présents dans les lits dirigeantes et qui parlent, mais en privé, hein, et qui sont très sceptiques, pour ne pas dire, et voire très critiques de la guerre qui a été lancée. Ils disent que c'est complètement de la folie pour la Russie de s'être lancée dans cette aventure militaire qui n'a pas été correctement menée dès le départ et qui va nous conduire à peut-être à beaucoup de pertes économiques, sociales, etc., etc. Ça, c'est aussi une autre partie, à l'autre bout du spectre. Donc ça, je dirais, je sais pas, je peux pas quantifier, mais vous avez la gauche, la droite. Puis au milieu, vous avez le marais largement majoritaire qui observe, qui dit bon, nous, on est du côté du pouvoir, on soutient le président Poutine, mais bon, voilà, on va voir ce qui va se passer. On observe, on regarde. L'important, c'est de pas trop prendre de positions radicales, pas trop de positions personnelles, pas trop de positions tranchées. Mais réellement, en fait, les gens sont en phase d'observation. C'est pas juste une posture animée par la crainte. C'est véritablement, on se demande ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a une incertitude et il y a aussi, pour certains, une certaine crainte. Mais globalement, c'est un soutien à l'opération parce que globalement, on considère qu'on n'a pas vraiment le choix parce que dans la majorité des dirigeants, je dirais, il y a ce sentiment que et ça c'est large, c'est très majoritaire, que cette guerre n'a pas été lancée par la Russie, mais qu'elle a été d'abord lancée par les Occidentaux avant. C'est-à-dire que la guerre russe, l'offensive russe n'est pas une offensive, c'est une action défensive face à une action offensive occidentale qui a précédé l'action offensive russe. Ça, c'est une perception qui est très largement majoritaire et ça explique, je dirais, le soutien, mais qui n'est pas un soutien enthousiaste ni inconditionnel. C'est un soutien légèrement inquiet, même assez inquiet. Alors pour la population, l'agression, enfin vous dites l'agression occidentale, enfin c'est pas tellement le terme, C'est l'agression. plutôt le défi occidental. Le défi occidental, voilà, c'est plus approprié. Date de quand? Parce que alors justement, je voulais quand même qu'on fasse une genèse de cette guerre depuis à peu près au moins 2014. Est-ce que donc les élites et la population aussi ont conscience que la guerre ce n'est pas seulement le Donbass, mais c'est aussi la présence de l'OTAN en Ukraine. Est-ce que ça c'est discuté? Est-ce que ça c'est Ah ouais, ça c'est discuté. Alors ça, très clair dans leur tous les tête? jours. Enfin, je rappelais tous les jours à la télévision, à les radios, etc. C'est devenu un leitmotiv du discours politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce discours? Effectivement, le point de départ du réel, on va dire, de la réelle implication occidentale, militaire occidentale, c'est 2014, c'est donc ce qu'on appelle en Russie le coup d'État en Ukraine, donc c'est le Maïdan, hein, le changement de pouvoir à Kiev, le renversement de Yanukovych, qu'on considère comme un coup d'État, un putsch, et l'arrivée au pouvoir des nouveaux gouvernants. Ça, c'est considéré comme le point de départ d'une guerre menée par l'Occident contre la Russie par le proxy de l'Ukraine. Mais elle a des antécédents, ou plus exactement des origines historiques, qu'il faut remonter en fait. Si on remonte bien dans le discours, enfin, là encore une fois, c'est pas une analyse personnelle, je fais que décrire ce que j'entends et ce que je vois sur la scène publique en Russie. On fait remonter généralement l'origine à 2004-2005, c'est-à-dire la révolution orange en Ukraine, la première, on va dire, révolution qui avait marqué la défaite du candidat Yanukovych face à
Yushchenko, et donc à la victoire d'un candidat de la défaite plus exactement d'un candidat de Moscou aux élections présidentielles en Ukraine, et qui avait été considéré comme activé par l'influence américaine. Donc, si vous voulez, on voit l'Ukraine comme un champ comme un champ investi par les Occidentaux et en particulier les États-Unis pour acculer la Russie dans son proche étranger et diminuer son influence et sa capacité de contrôle sur ses frontières. Et ça, c'est un discours qui est très répandu, c'est du lieu commun en Russie, et un lieu commun qui convainc 90% des gens, avec lequel 90% des gens sont d'accord. Voilà. Et quand je dis lieu commun, je dis pas que c'est faux. Je dis que voilà le récit. Voilà, c'est ça qu'on dit, la manière dont on voit les choses. L'heure avançant, je crains malheureusement que nous devions aller vers les questions du public. Aucun À problème. moins que Flavie ne soit pas d'accord. Oui, C'est elle le patron. Non, en fait, j'avais encore plein de questions justement sur la genèse de la guerre, etc., sur la nature politique et géopolitique et civilisationnelle, mais je crois qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. J'avais envie de vous demander quand même, qu'est-ce que vous pensez de l'aveuglement des élites occidentales sur leur lecture de la guerre. Bon, le mot est un peu fort, mais en tout cas, on va dire plus aveuglement sur leur lecture de la guerre. Je pense qu'il y a aveuglement, je dirais pas, enfin, il y a plusieurs niveaux de lecture de tout ça. Il y a effectivement les élites occidentales, comme toutes les dirigeantes de n'importe quel pays, elles ont un agenda, elles ont des manières de voir, elles ont des politiques en place, elles ont voilà, plus ou moins court ou long ou moyen terme. Elles ont des grilles de lecture, elles ont des experts qui leur soufflent des choses à l'oreille. Tout ce monde-là aussi des idées, des idéologies, des croyances. Bon, alors je pense que le problème pour moi, c'est tout le monde a ça dans la tête. Bon, c'est normal d'ailleurs, ça fait partie de l'humanité. Mais le vrai problème, je dirais, c'est une vraie méconnaissance plus exactement, difficulté à considérer la réalité des choses. Et je pense que les politiques, alors moi c'est quelque chose qui me frappe parce que je suis un occidental qui a vécu assez longtemps en Russie, mais qui est quand même, bon, comment je pense que ce qui m'étonne toujours chez les Occidentaux, qu'ils soient français, américains, etc., allemands, tout ce qu'on voulait, c'est la difficulté à se mettre, à essayer de comprendre les choses du point de vue de l'autre, c'est-à-dire de se mettre dans la tête du président ukrainien, de se mettre dans la tête du président russe, de se mettre dans la tête du président chinois, et pas juste pour vendre des bouquins dans la tête de Vladimir Poutine, hein, mais vraiment dans la tête. C'est essayer de voir comment on peut, à partir de là, voir les choses, etc. Et de ne pas prendre au sérieux, de prendre toujours sur un plan analytique ou idéologique le discours. Le discours de Xi Jinping, le discours de Poutine. C'est comme si le discours de Poutine, c'était forcément un mensonge idéologique. Le discours de Xi Jinping, c'est forcément un discours orienté de propagande. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est de la vérité, etc. Bon, nos dirigeants. Mais c'est faux. Il faut savoir prendre au premier degré, ou même, je dirais, analyser le discours dans sa logique interne. Et c'est ça qui me fascine chez les dirigeants occidentaux, c'est l'incapacité de, comment dire, de prendre les choses, de comprendre les choses. Par exemple, Poutine, pour parler de Poutine, a absolument tout dit, en fait, de tout ce qu'il allait à peu près faire, sauf qu'on ne savait pas à quelle force il allait réagir. Mais les intentions, l'explication, le pourquoi, la vision du monde, elle est là depuis. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté, en fait. Il suffit de le lire. Alors, on va, du côté occidental, et en particulier chez les experts, on va dire, il dit ça parce qu'il est influencé par un tel et parce qu'il a lu un tel. Mais non, il dit ça parce qu'il dit ça. Ça, voilà comment il analyse les choses. Il ne faut pas forcément toujours essayer de voir les intentions à triple ou quadruple fond. Il faut tout simplement prendre les choses comme elles sont. Et c'est ça qui me fascine chez les Occidentaux, c'est l'incapacité de considérer que quelqu'un qui est un adversaire pour vous peut parfois dire la vérité, en fait. Voilà. Nous sommes là pour le public et par le public, donc nous allons Absolument. aller vers les questions. Une question de Chant de Dodo le plus beau. Peut-on penser que l'État russe est fort
mais le territoire étant tellement grand, il doit s'appuyer sur des féodalités locales. Oui, On va essayer alors, de répondre très brièvement. oui, Très absolument. brièvement, parce Bah, qu'on a l'État beaucoup de russe est questions. fort, il est fort. Je- moi, j'ai plutôt tendance à voir les fragilités. Il a aussi des forces, hein, mais elles sont pas forcément là où on le croit. Oui, il doit s'appuyer sur des féodalités locales parce que c'est un territoire très divers. Une de mes collègues russes géographes qui s'appelle Natalia Zubarevitch, qui est une grande spécialiste de la géographie économique ou de l'économie, enfin de la sociologie économique, on va dire, de la Russie, dit qu'il y a en réalité en Russie 4 pays. Un pays, il y a les grandes métropoles, il y a les zones rurales, il y a les villes moyennes un peu en crise, et puis il y a ce qu'elle appelle la Russie des marges, l'étranger intérieur de la Russie, c'est-à-dire les régions, les républiques qui sont d'un point de vue ethnique différenciées dans le sud, dans le Nord-Caucase, en sud de la Sibérie, etc. Et elle dit ces 4 Russies qui, d'un point de vue sociologique, démographique et économique, très différentes. Alors je donne juste un chiffre parce que j'aime pas assommer les gens avec des chiffres. Mais si on prend la région, si on prend le PIB par habitant, donc la région la plus pauvre de Russie, c'est la République du Daghestan, qui se trouve à la frontière avec l'Azerbaïdjan, dans le Nord-Caucase, très très belle république, magnifique endroit, où le PIB par habitant en 2021 était environ 6 fois, entre 6 et 7 fois inférieur au PIB par habitant de la région la plus riche, qui est un district autonome de Sibérie qui s'appelle Khanty-Mansiysk, le district autonome des Khanty-Mansiysk, qui est une région pétrolière et gazière du nord de la Sibérie, peu peuplée, donc ce qui fait que statistiquement, c'est une région où le PIB par habitant avoisine celui d'un canton suisse. Donc, ça fait rien que ce chiffre dit que la Russie est un pays qui est au moins aussi, qui est même plus différencié du point de vue socio-économique que l'Union européenne. Et pourtant, il y a une grande différence entre la région de Munich et puis les campagnes bulgares. Voilà. Il y a une différentiel de PIB, mais peut-être pas de 6 ou 7 fois. Donc rien que ce chiffre vous montre que la Russie est un pays difficile à gouverner. Pourquoi? Parce que ça nécessite que l'État soit redistributeur, en plus de la vastitude du territoire. Il faut que, s'il n'y a pas un État qui redistribue les revenus entre les régions riches et les régions pauvres, bah, il n'y a plus d'État, tout simplement. Donc ça nécessite un État relativement centralisé, mais cette centralisation, elle est très difficile parce qu'elle est rendue très difficile par les conditions sociales, économiques et géographiques. En fait, la Russie, c'est un pays dans lequel on ne peut pas comprendre la politique ni la géopolitique sans avoir sous le nez une carte et sans cesse se référer au territoire comme variable essentielle de la compréhension des enjeux. Une question de Gillian Stepp. Les recrues de prisonniers de Wagner n'ont-ils pas été la principale chair à canon côté russe? Je pense pas, mais moi je pense que la principale chair alors si on appelle chair à canon les hommes qui ont été les plus exposés au feu, statistiquement, je pense que c'est plutôt les volontaires du Donbass et de Lugansk hein, qui s'en sont pris plein la peau. Après, ensuite, entre Wagner et les forces régulières, si on peut dire, enfin l'armée, en fait, j'ignore et je pense que c'est pas à moi qu'il faut poser cette question, mais plutôt à des analystes militaires qui sont bien plus compétents, ouais, qui ont suivi. Il y a des gens qui suivent, par exemple, je pense à Yuri Podoliaka en Russie ou à d'autres, qui suivent quasiment au jour le jour, carte en main, et qui ont une vision beaucoup plus précise. Je sais pas, j'ai pas l'impression. Peut-être qu'ils, j'ai tendance à penser qu'ils ont beaucoup plus subi de pertes que l'armée, mais encore une fois, c'est un peut-être. Peut-on voir ou doit-on voir le signe nazi dans l'ère post-soviétique plus comme un signe d'appartenance et un signe rituel qu'une adhésion à l'idéologie nazie? Oui. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par alors une adhésion à l'idéologie nazie. Peut-être certains, hein, ça existe, hein, des néo-nazis, il y en a partout, mais oui, je vois ça comme un signe. Je vais me référer aux travaux d'une de mes collègues et amies que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vera Nikolsky, qui a beaucoup travaillé sur les questions qui a fait sa thèse sur les questions de marginalité politique des jeunesses eurasistes et néo-bolcheviques dans la Russie des années 90-2000.
et qui applique à sa grille d'analyse ce qu'elle appelle l'escapisme, c'est-à-dire une manière d'échapper au monde réel, c'est-à-dire un engagement politique et symbolique dans lequel la symbolique et l'esthétique a beaucoup d'importance. Et donc, elle fait un parallèle entre cet engagement, disons, radical, de droite radicale ou de gauche radicale, avec des références sulfureuses, hein, que ce soit à la grandeur de Staline ou au l'excellent programme économique de Hitler. Hein, je mets beaucoup de guillemets à tout ça, bien sûr, comme étant plus comparable à des gens qui vont s'échapper dans l'univers des jeux vidéo qu'à ceux qui vont s'engager à faire de la politique au Parti communiste ou au Parti socialiste ou à Renaissance ou à Russie unie. Hein. C'est-à-dire en fait qu'effectivement, il y a toute une espèce de galaxie esthétique qui comprend aussi la musique, qui comprend aussi les jeux vidéo, qui comprend des tas de cercles de sociabilité parapolitiques, dans lequel l'aspect esthétique et, comme vous avez dit, appartenance, je pense que c'est le mot, effectivement, appartenance à un groupe. Voilà, on est ensemble, on est des copains, c'est plutôt d'ailleurs masculin comme univers. Et on est ensemble et on a ensemble cette marginalité qui nous identifie, qui nous solidarise et qui donne un sens à notre existence et à notre trajectoire dans la vie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Après, il y a aussi ce que j'ai dit au début d'émission, c'est l'importance de la connexion entre ces cercles, on va dire, néo-nazis et le monde criminel. Ça, c'est quelque chose de très important. Là-dedans, l'idéologie a peu de place. C'est pas parce qu'ils font des signes de zig, etc., ou qu'ils crient, même qu'ils crient Heil Hitler ou je sais pas quoi. Par exemple, en 2000, je sais plus en quelle année, c'était vers 2008 ou 2009, je sais plus exactement quelle année. Il y a eu une émeute à Moscou, en centre de Moscou, une vraie émeute avec plusieurs milliers de personnes, proche du Kremlin, hein, sur la place du Manège, avec une émeute menée par un mouvement qui depuis a été interdit, qui s'appelait le mouvement contre l'immigration illégale, mené d'ailleurs par un autre néo-nazi notoire, euh, où il y a eu vraiment on va dire, des gens, des personnes d'origine centra-asiatique ou caucasienne tabassées en plein centre de Moscou, etc. Enfin, c'était assez violent. Là, on a vu des gens, les captations vidéo, faire le signe, Sieg Heil, etc. Bon, les crânes rasés, les tatouages, etc. Est-ce que ces gens qui étaient là, qui voulaient casser du noir, si on peut dire, entre guillemets, étaient là parce ils ont lu Mein Kampf ou ils sont absolument convaincus de la justesse des thèses de Himmler ou je sais qui? Pas du tout. Ils sont souvent d'ailleurs peu alphabétisés, si j'ose dire. C'est un mouvement, c'est une identité d'appartenance sociale et esthétique davantage. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, donc je pense qu'on peut lire des choses intéressantes sur ce point. Question de Bustaflex. Que va-t-il arriver à la population ukrainienne russophile si le régime de Kiev reprend le territoire russophone? Bah, c'est difficile à dire. Hein. D'abord, est-ce que l'Ukraine va reprendre ce territoire russophone? Après, il faut s'entendre, savoir qu'est-ce qu'on définit comme territoire russophone. Bon, Je vais mettre Donbass. Voilà. Alors, si elle reprend Donbass et Lugansk, ça va être très 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 compliqué pour la population. Je pense que la population, elle va partir tout simplement, elle va fuir. Enfin, ceux qui veulent fuir vont fuir. Il y en a qui ont quitté aussi Donbass pour l'Ukraine. Hein. Bon, qui reviendront, peut-être, je sais pas. Il y aura un mouvement de population. Il y en a qui ont quitté le Donbass pour la Russie. On a parlé à un moment de Oui, bah beaucoup. vers la Russie. Oui, on en parlait justement pas beaucoup. Même si. Alors, si on regarde, hein, alors moi j'ai regardé des chiffres récemment. Alors je peux me tromper, ils peuvent avoir changé, mais c'était il y a quelques semaines. On considère que depuis le début de l'invasion russe, il y a environ 9 millions de personnes ont quitté l'Ukraine, hein, tout territoire confondu. Bon. Sur ces 9 millions, il y en a entre 3 et 4 millions qui sont allés en Russie. Il y en a 1 million qui est allé en Allemagne, 1 million qui est allé en Pologne, et ensuite dans d'autres pays. Et puis, il y a eu, faut rajouter à ça, des déplacements de population interne, c'est-à-dire des gens qui ont quitté l'Est de l'Ukraine pour l'Ouest, des gens du Donbass qui sont allés à l'Ouest de l'Ukraine, qui sont aussi plusieurs millions. Voilà. Donc c'est en gros, c'est des chiffres du HCR, hein, donc de l'ONU. Encore une fois, c'est des évaluations à la louche. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis vers la Russie.
Voilà. Il y a ceux qui sont allés à l'est et puis ceux qui sont allés à l'ouest. Voilà. Et ça, alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on est plus pro-russe qu'on va à Moscou et en Russie, on est plus pro-occidental? Non, c'est pas forcément ça. C'est aussi des effets d'opportunité. On a de la famille dans telle ville, on a un cousin qui est parti bosser en Pologne, qui a monté sa petite entreprise. En Allemagne, qui fait des travaux, qui répare des appartements, des maisons, des machins, qui fait ce genre de petits travaux. Les Ukrainiens sont très forts là-dedans. Il y a des équipes, bon, qui viennent travailler. On va aller le rejoindre parce qu'on se dit qu'on va trouver du boulot, puis voilà, on va quitter une ville sous les bombes. Hein. C'est ça. C'est pas forcément des prises de position politiques. Un ami me racontait qu'en France, dans le sud de la France, en région niçoise, en mars-avril 2022, lorsqu'on a vu arriver les premiers réfugiés ukrainiens venus d'Ukraine de l'Est plutôt, les autorités locales ou les ONG locales étaient très surprises de voir parmi ces personnes des gens qui étaient très pro-russes. Voilà. Qui tenaient des discours très pro-russes en disant si on est là, c'est parce que c'est le désordre qui a été mis en place par le pouvoir ukrainien, c'est pas bon. Donc, il y a des Français qui disaient, mais c'est incroyable ce qu'ils nous disent, mais attends, mais comment vous réfugiez ici et vous êtes pro-russe? Bon, comprenez pas, comprenez pas. Et comment ça? Comment c'est possible? Voilà. Donc, c'est très complexe toutes ces questions. Et donc, effectivement, quand on fuit une situation de guerre, on n'a pas forcément la même. C'est pas forcément des logiques idéologiques qui président à la manière dont vous dirigez de vos pas, mais c'est aussi les effets d'opportunité. Alors, ce qui est vrai, c'est que la Russie a aussi évacué des populations, dirigé des populations vers la Russie aussi, des populations de l'Est vers la Russie, en mettant des corridors en place, etc. Et donc, c'était plus facile, en fait. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis dans la région de Rostov, il y a beaucoup de gens venus de la région voisine, en fait, de Donetsk. Hein. C'est ces deux régions qui se touchent. Dans la région de Voronezh, et les deux régions, d'ailleurs, on a vu Monsieur Prigogine on nous a dit il occupe Rostov et Voronezh. Bon. Bref, c'est des régions où il y a beaucoup de réfugiés de Lugansk et de Donetsk. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir une possibilité que Poutine souhaite descendre jusqu'à Odessa à terme? Vous voulez dire Poutine C'est une se logique rend à Odessa là? Non, pas juste demain, mais à terme. Ah, vous dire les forces russes pénètrent Oui, jusqu'à Odessa? oui, excusez-moi, les Ah oui, forces oui. russes. D'accord, parce que je pensais une visite de Poutine à Odessa, ça c'est Pardon, hautement improbable. Hein. Non. Enfin, pas demain en tout cas. Je sais pas. Il y a beaucoup de théories qui circulent. Hein. Est-ce que les forces russes vont pousser jusqu'à Odessa pour prendre toute la mer Noire et puis peut-être aller faire la jonction avec la Transnistrie et puis faire la guerre à Moldavie, etc. Bon. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression quand même que, encore une fois, il faut poser des questions militaires. Moi, j'ai l'impression que c'est pas la stratégie d'avancer qui soit la plus. J'ai pas l'impression que les forces russes veuillent avancer, moi, vraiment, pour l'instant. Voilà, elles grignotent, elles font venir les forces ukrainiennes. Voilà, elles font venir. Puis c'est plutôt ça, cette stratégie. Alors, est-ce qu'ensuite, à terme, je pense que s'il y a un effet d'opportunité, elle le fera. Alors Odessa, c'est compliqué parce qu'Odessa, c'est pas forcément un territoire où les forces russes seront accueillies à bras ouverts. C'est pas parce que c'est russophone et que c'est une ville vraiment russophone pour le coup là que ce sera archi pro-russe. Voilà. Donc je crois que maintenant la Russie a compris que c'est pas parce qu'on est russophone qu'on est forcément pro-russe. Et c'est quelque chose qu'il n'avait pas forcément compris au départ, alors. Ah non, il n'avait pas compris. Et là, un peu son erreur de et alors, je vais vous dire, il y a quelque chose que je voudrais dire parce que c'est très important de le comprendre. C'est la très grande difficulté pour la Russie et pour Moscou et l'esprit moscopolite, comme je l'ai dit moi, c'est-à-dire un monde dirigé par Moscou et sous la coupe de Moscou et sous l'influence de Moscou, donc ce que j'appelle le moscopolitisme, c'est-à-dire que l'Ukraine, c'est une sorte d'extension de la Russie, hein, qui est avec plus ou moins des caractéristiques un peu nationales, folkloriques, bon bref. Mais c'est pas vraiment une nation différente. D'ailleurs, Poutine considère que c'est pas, l'a dit plusieurs reprises, c'est pas un peuple distinct, etc. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de controverses historiques, il y a beaucoup de choses à dire sur ce point, et je veux pas me lancer trop rapidement dans une explication trop. Ça demande du temps pour expliquer tout ça. Mais il y a cette vision de Moscou que
de voir de plaquer un peu des réalités moscovites sur des autres régions et de voilà, c'est un peu comme vous allez me dire c'est pas très original, ça aussi les Parisiens qui regardent le sud de la France avec des c'est un peu comme ça, mais là ça a des répercussions quand même gravement politiques et militaires. Et donc effectivement, on n'avait pas conscience en 2004-2005 par exemple, hein, il y a presque 20 ans maintenant, la première disons crise politique ukrainienne qui a ébranlé les élites russes. Ils se sont dit, mais comment? Quoi? Ils n'ont pas voté comme on avait prévu qu'ils votent, mais attendez, c'est bizarre ça, on n'avait pas du tout compris que l'Ukraine c'était ça. On pensait que l'Ukraine, en gros, c'était genre un peu comme en Russie, quoi. Ça se passait à peu près comme ça, et puis bon, ah bah non, l'Ukraine, ça se passe pas comme en Russie. Il n'y a pas le même équilibre des forces politiques. On a des situations, d'abord une situation géopolitique très différente. Le pays est très différent, le maillage urbain, la société, tout ça, c'est très très différent. Et donc de Moscou, on a tendance à considérer un peu que bon, tout ça, c'est un peu, on comprend avec nos propres grilles de lecture et on ne s'est pas donné beaucoup la peine de comprendre les grilles de lecture ukrainiennes. Et cette erreur, d'analyse. Elle a été reproduite en 2022. Moi, ça m'a beaucoup étonné qu'on raconte, on racontait aux militaires, vous allez arriver dans les villes et on va vous couvrir de fleurs, etc. Alors c'est arrivé dans certaines régions du Donbass où on les attendait effectivement avec impatience, mais ailleurs, pas forcément. Et c'était une très très grande surprise pour beaucoup d'appelés russes qui ont été envoyés sur le territoire ukrainien dans les premières semaines, de découvrir que bah, on n'hésitait pas du tout accueilli en libérateur. Est-ce Hein. que c'est une question de génération? En fait, ça a bougé beaucoup depuis 2014. Il y a 10 ans ont passé, une Oui, génération ça a nouvelle qui est bougé. arrivée. Oui, oui, ça a bougé. Puis quand même, oui, oui, ça a bougé peut-être. Oui, il y a une évolution depuis 2004-2005, les choses commençaient à évoluer. Puis ensuite, ensuite, il y a les logiques locales qui sont pas, qui n'ont pas été saisies à Moscou. On n'a pas compris ce qui se passait localement. C'est pas forcément une hostilité à l'égard de la Russie, mais c'est juste une autre manière de voir, une autre manière de considérer les choses, et que on a à Moscou, j'allais dire comme d'habitude, mais c'est souvent le cas, on n'a pas vraiment pris en compte les réalités locales avant que ce soit vraiment en situation de crise. Et on s'est dit, ah là, il faut quand même qu'on comprenne ce qui se passe Mais vraiment. est-ce qu'ils sont aussi déjà occidentalisés? C'est-à-dire qu'il y a une génération, il y a eu un travail quand même des élites, enfin de la présence occidentale. Un Pologne. peu, mais c'est pas le seul facteur d'explication, l'occidentalisation ou le. Je veux dire, il n'y a pas d'un côté les gens qui sont pro-occidentaux, pro-américains, je sais pas quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. C'est beaucoup plus. Il y a des strates comme ça de construction de la conscience politique qui sont pas forcément uniquement fondées sur on va être dans le camp occidental ou on va être dans le camp russe ou je sais pas quoi. C'est aussi des considérations locales, des considérations d'élites locales, le positionnement des élites locales par rapport aux oligarchies locales, le positionnement des oligarchies locales par rapport aux Russes et aux oligarchies russes. En fait, il y a des acteurs très importants là-dedans, ce sont les oligarchies et les oligarques, ukrainiens comme russes, leurs liens, leurs relations d'affaires, le fait que Rinat Akhmetov, par exemple, l'oligarque numéro 1 de Donetsk, qui d'ailleurs est complètement passé côté ukrainien maintenant, alors qu'il était considéré comme pro-russe jusqu'en 2021, fin 2021, bon, tout ça, ce sont des retournements, des changements qui ont leur logique. C'est des logiques complexes. Donc, plaquer tout de suite le schéma, bon, il y a les pro-occidentaux, les pro-russes, certes, oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Et localement, quand vous essayez de comprendre une situation comme par exemple la population de Zaporozhia, par exemple, ou Zaporizhia en ukrainien, bon, quand on commence à faire du terrain localement, on s'aperçoit que bah, c'est quand même très complexe en réalité. Comment peut se terminer cette guerre justement avec un maillage maintenant aussi complexe et inextricable? Bah, elle va se terminer. D'abord, elle n'est pas finie. Ensuite, je trouve que c'est une, comment dire, c'est une guerre absolument épouvantable. Alors, le mot épouvantable est d'ailleurs très en dessous de la réalité. Je pense que c'est une guerre dont on ne mesure pas encore toute l'importance qu'elle va avoir pour peut-être plusieurs générations encore, de Russes, d'Ukrainiens, mais aussi nous. C'est-à-dire que je finirai là-dessus, si vous voulez bien, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais euh, cette guerre n'est pas vue en fait comme elle est, comme elle se déroule. C'est-à-dire qu'on ne voit pas cette guerre. Elle est,
elle est analysée, elle est commentée, elle est médiatisée, mais elle n'est pas vue. Cette guerre fait beaucoup de morts, beaucoup de morts, beaucoup plus que n'importe quelle guerre depuis en Europe depuis 45. La sauvagerie, la barbarie, les atrocités sont pas. Je parle pas des crimes de guerre ou je sais pas quoi. Je parle de la réalité des combats. C'est de la boucherie quand même. Hein, c'est de la vraie boucherie. Bon, ça, lorsqu'on prendra conscience de ce que c'est, vraiment, c'est-à-dire qu'au lieu de nous bassiner avec la dictature de Poutine, l'héroïsme de Zelensky, la démocratie, ces mots valises qui veulent rien dire du tout, lorsqu'on verra ce que c'est, qu'est-ce que ça a été que cette guerre, si elle va durer, ça va bientôt faire 2 ans, enfin 1 an et demi. Bon, c'est énorme déjà. Bon, combien de temps va-t-elle durer? Lorsqu'on va prendre conscience de ce que c'était que cette guerre, de ce que ça a été, lorsque les gens vont parler, hein, vraiment, de ce que c'est, ça va avoir, ni la Russie ni l'Ukraine ne sortiront identiques. Voilà. Alors, quelles conséquences ça aura? Ça aura des conséquences extrêmement profondes dans la société, extrêmement profondes sur plusieurs générations. Et des conséquences que je considère comme assez difficiles à prévoir. Hein. Mais c'est quelque chose qui ressemble à la Première Guerre mondiale, en fait, pour moi, sur une échelle locale, enfin régionale. Merci beaucoup. Et je tiens à saluer Sarah et Chando pour leur travail au sein du Cercle Aristote. Ce sont des bénévoles et c'est grâce à eux que l'action que nous tenons quotidiennement peut avancer. Donc on les remercie grandement. Une dernière question du public parce qu'il se fait tard et que vous avez une grosse journée comme nous tous. Une question d'Éric Le Rouge. Vous y avez déjà partiellement répondu. Pensez-vous que Poutine sortira réellement affaibli de cette affaire? Alors, le coup de Wagner, je pense qu'il peut en sortir même plutôt réconforté, en fait. Je pense pas qu'il en sorte affaibli. Je pense qu'il a suffisamment d'expérience politique pour pouvoir transformer ça en, en, comment dire, en argument pour relégitimer la guerre. Qu'est-ce qu'on cherche à faire en ce moment? À accroître la mobilisation. Ça vient opportunément. Et il faut pas oublier qu'il y a des élections en mars 2024. Hein. C'est bientôt. Hein. Bon. Donc ça peut aussi se transformer en quelque chose qui peut, disons de manière transitoire, provisoire, comment dire, le renforcer. Bon, maintenant, après la guerre, ça c'est autre chose. Ça c'est une question bien plus profonde. Faut pas oublier que Poutine a quand même maintenant 71 ans. Il aura 71 ans au mois d'octobre. C'est évident que pour moi, sa vie politique va s'achever avec cette guerre. Ne serait-ce que d'un point de vue biologique. Hein. Donc, c'est très difficile de voir la suite de l'après-Poutine. C'est même impossible, je dirais, enfin en tout cas pour quelqu'un qui raisonne à partir des données ouvertes et la réalité. Hein. Après, on peut inventer n'importe quel scénario. Mais sur cette petite affaire Prigogine, petite affaire. Par contre, ça simplifie pas les choses et je dirais que ça va être difficile pour tout simplement, quelque chose de très simple. Je pense que ça va être très très difficile de faire fonctionner Wagner sans Prigogine. Voilà, c'est bête à dire, mais ça commence par là. C'est-à-dire que bon, les 25 000 hommes vont-ils comme ça, on va dire, bah voilà, maintenant vous vous devez obéir directement au chef d'état-major. Il n'y aura plus d'intermédiaire. Prigogine n'aura plus son mot à dire. Ah bah oui, d'accord, c'est facile à dire sur le papier, mais en réalité, comment ça va se passer? Qui va vraiment diriger? Qui va avoir une légitimité? Comment ça va se passer? Voilà, ça ne peut qu'être un problème pour l'État, pour Poutine, pour l'état-major et pour la conduite de la guerre, c'est sûr. Merci Jean-Robert Avio, c'était très intéressant. Merci à vous de votre invitation. Je n'ai pas peut-être répondu de manière détaillée et précise à toutes les questions, mais bon, je pense essayer quelques pistes de réflexion. Voilà, ce sont surtout beaucoup de pistes qui sont ouvertes. Si nous ne répondons pas à toutes les questions des internautes, c'est que souvent aussi elles ont été déjà plus ou moins traitées. Hein. C'est pour ça quelquefois on fait un petit tri, on est un peu obligé. Et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, à visiter notre site internet et tous nos réseaux sociaux. Voilà. Bonne nuit à tous. Et merci à Maxime à la régie et merci encore à vous Jean-Robert Avio et à très bientôt.
Merci à vous. Bonne soirée. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.